Il y a plus de 3 mois, après un test complet de la tablette Remarkable 2, je vous avais proposé une vidéo d'unboxing de la liseuse Kobo Ellipsa. Il est temps pour moi de vous partager mon expérience à propos de cette liseuse, mes conseils par rapport à la gamme des liseuses et plus généralement des tablettes à encre numérique. Bonjour les Sakura, c'est Morgan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je l'annonçais, je souhaitais vous partager après 3 mois d'utilisation mon retour d'expérience sur cette fameuse liseuse Kobo Ellipsa, la première liseuse de taille 10,2 pouces que propose Kobo et qui venait dans la suite de mon intérêt particulier pour ce format-là. On se souvient que j'avais présenté l'année dernière mon achat au retour du Japon de la Fujitsu Quaderno, qui est en fait le même appareil modulo quelques petites modifications mineures que le Sony Digital Paper que Sony avait sorti quelques années auparavant. Et puis également en décembre-janvier, j'avais fait un unboxing de la tablette Remarkable 2 et je vous avais proposé donc 6 mois plus tard un retour d'expérience sur cette tablette que je continue d'utiliser en fait au quotidien. Je vais dans cette vidéo vous proposer une réflexion en 3 temps. D'abord revenir un tout petit peu sur le contexte, pourquoi l'encre numérique et pourquoi cet intérêt pour les liseuses ou ce type de tablette. Dans un deuxième temps, je reviendrai vraiment plus en détail sur ma propre expérience avec la Kobo Ellipsa. Et puis dans un troisième temps, je replacerai justement ce retour d'expérience dans le contexte global de la lecture et de l'écriture sur tablette. Et je vous partagerai mon sentiment et mes usages à l'heure actuelle. On y va! Donc première partie. Comme je l'évoquais en introduction, pourquoi l'encre électronique plutôt qu'un écran rétroéclairé, typiquement l'écran de l'iPad qui eh bien, est super beau, magnifique pour lire de la bande dessinée. Un iPad Pro 12,9 pouces se prête à bien des usages, mais en fait, en termes de fatigue oculaire, ça fait maintenant plusieurs années que je vois bien la différence entre le papier ou l'écran rétroéclairé de l'iPad. Et au fur et à mesure, il y a quelques années, maintenant 5-6 ans, j'avais commencé à m'intéresser aux liseuses. Donc j'ai pendant plusieurs années utilisé la Kobo Oasis qui me satisfaisait pour tout ce qui était roman. Elle fait 7 pouces, alors je me satisfaisais de ce 7 pouces en me disant ça me suffit pour lire des mangas, mais il faut vraiment par exemple que je plisse parfois les yeux, hein. On se rappelle le format du coup 7 pouces par rapport à une taille de manga, ça donne ceci, donc c'est quand même plus petit. Après au Japon il y a des formats de manga de réédition en format bunko qui sont souvent plus petites que le format tankobon classique, donc voilà, une forme d'autoconviction, 7 pouces ça suffit. Mais en fait, soyons honnêtes, 7 pouces, c'est quand même, ça tire sur les yeux, même si la résolution de l'écran de la Kobo Oasis, de la Kindle Oasis, pardon, même si cette résolution est vraiment de très bonne qualité, il y a quand même quelque chose qui manque en termes de confort de lecture. D'où un intérêt pour d'autres formats. Kobo avait sorti une liseuse 8 pouces, Kindle pour l'instant s'est arrêté à la 7 pouces et puis parallèlement il y a eu un intérêt pour des formats de 10 pouces comme ici du coup je l'évoquais auparavant, le Fujitsu Quaderno, la Remarkable et d'ailleurs qui est au même format que la Bookin Notea, c'est la même chose, c'est donc du 10 pouces. Et puis la Kobo Ellipsa qui vient ici, c'est du 10 pouces également. Et c'est un format tout à fait adapté en termes de taille d'écran pour par exemple de la BD, plus exactement du manga. Voilà, pour se donner un ordre d'idée de la taille d'une page. Je vais montrer une page d'un manga pour faire un petit peu cet élément de comparaison. Mais donc on est en fait sur un format ultra agréable parce que eh bien, la Kobo Ellipsa propose avec ce format 10,2 pouces une taille d'écran qui est plus grande que la page historique des tankobon
C'est presque le format du magazine de prépublication japonais original. Donc c'est vraiment bien en termes de taille. Donc je trouve ce format-là, 10,2 pouces, vraiment adapté. Un petit mot, hein, je vous ai présenté ma Kobo Ellipsa dans sa coque, qui la grossit un peu, qui la pèse, qui la rend plus lourde. Au quotidien, j'utilise cette coque parce que je trouve que c'est plus sûr en termes d'utilisation et pour promener la tablette en question, mais en pratique, elle reste certes un peu épaisse, mais de manière tout à fait raisonnable. Donc elle se tient bien en main, même avec sa coque. Voilà. Donc ce format 10,2 pouces, pour tous ceux qui lisent, à mon avis, du manga et des romans, c'est vraiment un bon format. Ça se tient bien à une main, il n'y a pas de problème. Alors forcément, c'est un format plus difficile à glisser dans un sac à main. Quoique, ça se voit plus quand on le sort, mais le confort de lecture est vraiment notable et appréciable. Alors, dans ce type de matériel maintenant, précisons donc, on va dire, comme vous l'avez compris, pour ce qui est de ces tablettes-là, je m'intéresse aujourd'hui à des tablettes sur lesquelles on peut écrire, donc dans lesquelles il y a un stylet aussi qui est proposé, puisque c'est aussi la première tablette pour laquelle, eh bien, Kobo a proposé un stylet qui est fourni de base à l'heure actuelle dans le package de la Kobo Ellipsa. Donc on a un stylet qui a la caractéristique, je le rappelle, vous pouvez le revoir dans l'unboxing, de fonctionner à pile en fait. C'est un peu étonnant là où par exemple bien la tablette Remarkable a un stylet qui fonctionne sans pile, donc jamais à se poser la question de comment le recharger. La Fujitsu Quaderno, elle, fonctionne sur batterie, il faut penser à la recharger. Voilà, bon, c'est un choix. Et donc, il y a pas mal de concurrents maintenant qui sont arrivés sur ce type de tablette, format 10 pouces, avec la possibilité d'écrire. Je pense par exemple à des entreprises comme l'entreprise chinoise Books, ou encore cette année en France est sortie la tablette 10,2 pouces de Bookin, la Notea, qui fonctionne sur un système d'exploitation Linux, là où pour Kobo c'est un système d'exploitation propriétaire qui, c'est un petit peu comme pour la Remarkable, même si la Remarkable, on peut accéder modulo quelques manipulations geek au software qui est à l'intérieur. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Un des avantages pour la Kobo, c'est que, en tout cas, les ressources matérielles et notamment tout ce qui est électricité et gestion de la batterie est plutôt finement faite, c'est-à-dire que j'ai beau utiliser cette liseuse tous les jours, je ne me retrouve pas à la charger toutes les semaines, plutôt toutes les 2 semaines, et ça c'est un élément agréable. Après, voilà, on est face à une liseuse qui a la fonctionnalité d'écriture, là où il y a des produits comme la Fujitsu Quaderno ou la Remarkable 2 qui sont plutôt en fait des tablettes en format écritoire, papier électronique. C'est plutôt dans ce type de rayons qu'elles sont rangées. En tout cas au Japon pour la Fujitsu Quaderno, c'était tout à fait ça. C'était l'idée de remplacer en fait un bloc-notes papier par un bloc-notes électronique. Et là en fait c'est un produit qui vient plutôt dans le marché, en fait, dans ce marché mixte qui émerge sous la forme d'une liseuse sur laquelle on peut par ailleurs écrire. Voilà. Alors, on va tout de suite évoquer dans la deuxième partie de cette vidéo, que je vous avais promis, quels sont mes usages de la Kobo Ellipsa, le cas de l'écriture. Donc, comme je l'évoquais en introduction, cette liseuse permet donc d'écrire. Elle a des cahiers qui sont soit des cahiers normaux, soit des cahiers avancés, sur lesquels on peut écrire des choses, et on peut aussi écrire des équations, c'est-à-dire véritablement les écrire au stylet et avoir une reconnaissance automatique et une transformation. C'est le cas aussi pour tout ce qui est d'écriture. Ici, j'ai écrit quelques mots que je vais convertir. Vous pourrez voir le résultat après. Donc, j'ai écrit avec mon écriture normale. Et on peut en fait convertir tout ça en texte. Et en fait, pour faire ça, c'est tout de suite fait d'un coup. Donc, j'ai fait la reconnaissance. C'est assez bluffant.
La Kobo fonctionne avec un logiciel français qui est derrière, développé par une entreprise qui s'appelle MyScript, qui est bien reconnu dans le domaine de la reconnaissance d'écriture, et il faut dire que le travail est de bonne qualité. Vous voyez directement la manière dont ça a été traduit. En fait, à part mon point final, dans ma première phrase, la qualité de la reconnaissance d'écriture est bluffante, qu'il a transformé par un underscore, c'est parfait. Ça, c'est vraiment incroyable comme qualité globale de reconnaissance. Mais, le petit mais, c'est qu'en fait, j'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter une autre tablette qui, sur le plan de l'écriture, est vraiment incroyable. C'est la Remarkable 2. La Remarkable 2, dont en fait le contact du stylet avec l'écran est vraiment comme presque sur du papier, avec une absence quasiment totale de latence complète quand j'écris. Donc j'ai l'impression vraiment d'écrire comme si j'étais sur du papier. Et ça, en fait, malheureusement, sur toutes les autres tablettes écritoire de ce type en encre électronique que j'ai testé, j'ai jamais pour l'instant réussi à retrouver le même type de sensation. Donc c'est pas dramatique, hein, ça se joue à quelques je pense millisecondes presque de sensation, mais quand j'écris ici et quand je fais un test, ceci est une tentative d'écriture. Ce qui se passe, c'est que ça apparaît hein, tout de suite, si je vous le montre tel quel, c'est bon. Mais au moment où je l'ai écrit, j'ai senti qu'il n'y avait pas directement le trait qui se traçait simultanément. Il y a vraiment une toute petite latence, mais qui est du coup gênante quand on a les deux matériaux, donc à la fois une Kobo Ellipsa et une Remarkable, l'une à côté de l'autre, ce qui fait qu'en fait, la fonction d'écriture de la Kobo Ellipsa, je ne l'utilise pas au quotidien, puisque je me sers véritablement de la tablette Remarkable que j'ai par ailleurs pour écrire, et la Kobo Ellipsa en tant que liseuse grand format. Je mets de côté cet usage-là, que personnellement, qui n'est pas pour moi le grand intérêt de cette liseuse, parce que pour moi, le point important, c'était l'ensemble des formats de livres numériques qu'elle pouvait lire, puisqu'elle est capable de lire une gamme assez importante de types de fichiers, et bon, donc notamment le fichier EPUB et les fichiers PDF. Donc, on a accès au catalogue de Kobo, donc qui est le catalogue entre guillemets propriétaire, mais on peut également installer sur cette liseuse de manière très simple. Pourquoi très simple ? Parce que c'est soit fait par un transfert de fichiers sous forme de câble, soit en fait on peut la synchroniser avec sa Dropbox. Et ça, c'est un très bon point de la part de Kobo d'avoir fourni une synchronisation Dropbox qui n'est d'ailleurs pas disponible sur Remarkable. Remarkable utilise son propre nuage, mais pas en fait les nuages existants. Là où pour Kobo, il est possible pour l'Ellipsa de la synchroniser avec Dropbox, ce qui fait que je peux directement récupérer les fichiers PDF que je souhaite lire, voire que je souhaiterais annoter, puisque si je fais des annotations sur un fichier PDF qui est issu de la Dropbox, dès que j'aurai fermé le fichier, la synchronisation va se faire, ce qui est vraiment un bon point. Donc, on peut récupérer des fichiers qu'on a achetés peut-être sur d'autres magasins, et la lecture va pouvoir se faire de manière aisée. Et c'était par exemple le cas ici du livre d'Amélie Nothomb qu'on avait acheté sur une autre boutique en ligne que la boutique Kobo et que j'avais ensuite importé pour ma part pour le lire dans ma Kobo Ellipsa. Et voilà, très simple. Alors, moi je vous dis tout de suite, j'apprécie en fait pour les romans d'avoir autant à lire. Dans les liseuses qui étaient plus petits format, même si sur 7 pouces j'avais pas trop le problème, mais sur des liseuses plus petites, tendance à très vite appuyer sur le bouton qui permet d'afficher la page suivante,
Là, en fait, le fait d'avoir ce choix-là, d'avoir ce grand écran de 10 pouces, vraiment agréable pour ce qui est de la lecture. Hein. Évidemment, on peut ajuster la police de caractère, hein, comme sur une liseuse classique, et mettre une taille plus importante, modifier les interlignes, etc. Donc on retrouve toutes les fonctionnalités classiques des liseuses en général et des liseuses Kobo en particulier. Mais ça, c'est vraiment la taille de l'écran, pour moi, est vraiment adaptée. Quelque part, j'ai l'impression de lire des romans comme je lis sur un format magazine, en fait, sur un grand format. Et ça, c'est vraiment un point ultra positif. Le deuxième point positif, qui était source de ma déception sur les liseuses plus petites, c'est évidemment la taille de l'écran. Alors, vous l'avez vu sur un exemple de planche de manga que je présentais auparavant, mais là, clairement, la lecture de manga est ultra confortable parce qu'on se retrouve sur une taille d'écran plus grande que le format classique dans lequel les mangas paraissent en France. Donc, on peut vraiment se plonger dedans, il n'y a pas de doute. On est sur un confort vraiment tout à fait notable. Et ça, c'est d'autant plus appréciable quand je lis des mangas japonais et que parfois il y a des kanji que je ne reconnais pas. Eh bien, en fait, j'ai même presque pas besoin de zoomer pour lire les petits furigana, donc les petites représentations en hiragana ou katakana de la manière dont le kanji, donc l'idéogramme, doit être lu. Et ça, c'est vraiment appréciable. Donc, pour la lecture de manga en français ou en japonais, vraiment, c'est top. Totalement adapté, super format. Et donc, au quotidien, j'utilise ma Kobo Ellipsa quasiment exclusivement pour lire des mangas. Un autre usage, c'est pour des bandes dessinées qui, parfois, j'ai pas forcément une tablette couleur sous la main, où la côté couleur est pas si important. Certains auteurs, je pense, auraient les cheveux dressés sur la tête en m'écoutant, mais cela dit, ça dépend tout le temps du contexte dans lequel on lit. Il y a des BD qui rendent très bien en fait là-dessus, et on se prend à rêver d'avoir en fait des liseuses couleurs qui commencent à arriver, mais seulement sur des formats très petits, hein, du 6 pouces. Mais peut-être que demain on aura des liseuses couleurs de ce type de taille qui arriveront et qui seront parfaites pour lire de la BD, des comics. Ça sera vraiment chouette d'avoir ce type de liseuse couleur. Et enfin, dernier élément, donc je vous le disais, j'utilise majoritairement en fait la Kobo Ellipsa pour lire des mangas en format numérique. L'autre élément que j'apprécie d'avoir, qui est en fait une fonctionnalité qui est dite bêta, en bêta test, qui vient combler là un gros manque, à mon sens, de ce type de bloc-notes comme la Remarkable. La Remarkable c'est vraiment un produit orienté écriture, bloc-notes, annotation de documents. Elle n'a pas de navigateur web, on ne peut pas aller surfer sur le web. Moi, c'est source d'un regret, parce que parfois, j'aimerais avoir directement sur la tablette la possibilité d'aller lire certains sites web d'actualité. En fin de journée, mes yeux ont été fatigués, par exemple, après 8 heures de télétravail ou de cours à distance, et j'ai envie de me retrouver avec un navigateur internet, pas forcément d'avoir prévu à l'avance d'envoyer une capture de la page web que je souhaitais lire vers la Remarkable pour le lire. Donc vraiment d'avoir un navigateur intégré, et c'est le cas ici pour la Kobo Ellipsa, et ça je m'en sers notamment pour lire tout ce qui est flux d'actualité, et je trouve ça vraiment chouette parce que j'ai directement le navigateur internet. Ça va pas permettre de jouer des vidéos, hein, évidemment, là c'est vraiment plus pour de la consultation, mais ça me permet par exemple en fin de journée de lire les informations japonaises. Je pourrais très bien lire les informations françaises, mais souvent on les entend plus parler par ailleurs partout, alors que les informations japonaises, il faut vraiment que j'aille les lire sur des sites web dédiés. La qualité de rendu est vraiment chouette, donc on peut évidemment agrandir, mais là en fait la qualité visuelle de capture des kanji est tout à fait suffisante pour être très agréable à lire. Donc ça vraiment c'est la petite fonctionnalité qui fait plaisir. Pour moi, un bonus qui n'est pas seulement un bonus en format bêta, mais vraiment un des éléments notables de cette tablette-là, c'est qu'elle a ce navigateur web-là qui s'ouvre sur l'extérieur.
Donc, vraiment très satisfait au final de mon expérience sur ces 3 mois pour tout ce qui est de l'ordre de la lecture et plus particulièrement de la lecture soit de romans, soit de manga. Vraiment une très bonne liseuse de ce point de vue. Alors, il est temps maintenant de passer à cette troisième partie que je vous avais promis, le bilan. Le bilan parmi toutes ces fonctionnalités entre bien une tablette de type iPad et puis ensuite tout ce qui est encre numérique. Alors très clairement, l'iPad reste un outil qui m'est indispensable en fait par exemple pour tout ce qui est cours en ligne ou même cours en présentiel pour annoter des documents, passer très vite d'une application à l'autre, faire une démonstration aux étudiants de possibilités de contenu web ou alors même de pouvoir interroger des bases de données. Il y a des logiciels qui permettent de faire des requêtages de bases de données directement depuis l'iPad. Donc il y a vraiment énormément de fonctionnalités, facilement interfaçables avec tout outil. Donc pour moi, en termes d'outils de productivité, il y a il n'y a pas à discuter si vous cherchez un seul élément pour être productif. C'est sûr qu'une tablette de type iPad ou autre va faire le job. Si par contre, évidemment, vous êtes en recherche de quelque chose qui est plus sympa pour les yeux et notamment pour vous concentrer pour lire et ou pour écrire, eh bien, tout ce qui est encre numérique est vraiment un domaine dans lequel ça vaut le coup d'investiguer. Et au final, parmi les différentes tablettes que j'ai eu l'occasion de tester, il y a des pour et des contre sur chacune. Alors clairement, pour tout ce qui est écriture, en fait maintenant j'utilise quasiment plus ma Fujitsu Quaderno. En fait, si je l'utilise pour m'afficher des pages quand j'ai besoin à la fois lire un document et puis écrire par ailleurs, où j'écris sur la Remarkable. Donc voilà, c'est cet usage-là, mais je l'utilise quasiment plus pour l'écriture. L'écriture, c'est vraiment la Remarkable qui est intéressante, satisfaisante, à un petit bémol près, qui est en fait en même temps source de sa force, mais qui est une faiblesse qu'il faut évoquer. Sur la Remarkable, sur l'écran de la Remarkable, il n'y a pas de rétroéclairage. La Remarkable 2 ne permet pas de rétroéclairer, ce qui fait qu'il faut être dans un environnement avec une lumière naturelle suffisante. Là où d'autres liseuses, comme justement la Kobo Ellipsa, fournissent un rétroéclairage. Alors, l'avantage de fournir un rétroéclairage, c'est qu'il y a la lumière. L'inconvénient, c'est qu'il y a forcément un petit espace qui vient en fait au niveau technique entre l'écran en encre numérique et puis là où vous écrivez à proprement parler sur l'écran. Et c'est aussi un des éléments qui est source de la petite latence que j'évoquais un peu plus tôt à propos de l'écriture. Donc la sensation d'écriture est forcément un peu différente sur un écran de liseuse écritoire sur laquelle il y a le rétroéclairage. Voilà, donc Remarkable, l'entreprise qui est derrière, a fait le choix de ne pas mettre de rétroéclairage pour mettre le paquet sur la qualité d'écriture et sur la sensation d'écriture. C'est un choix discutable, mais un choix qui est ici, à mon avis, gagnant par rapport à la finalité de cette tablette-là. Donc si majoritairement ce que vous cherchez, c'est une tablette pour pouvoir écrire et ou annoter des documents PDF ou autres, je vous recommande plutôt la Remarkable 2. Mais si ce que vous cherchez, c'est pas forcément d'écrire au quotidien, c'est un outil, c'est une liseuse facile d'accès où on n'a pas vraiment à trop se soucier de la question des formats de fichiers, de livres numériques qu'on veut lire. On veut avoir directement la possibilité d'acheter peut-être depuis sa liseuse des livres numériques, de pouvoir importer des livres numériques depuis d'autres plateforme, de pouvoir synchroniser avec sa Dropbox et ou même de consulter des sites internet, et que par ailleurs la faculté de rétroéclairage est un élément qui est particulièrement important pour vous, alors dans ce cas-là, c'est plutôt la Kobo Ellipsa que je vous recommande, parce que justement cette faculté de rétroéclairage qu'on manipule vient
simplement le fait de bouger le doigt sur le côté gauche, où je peux mettre plus ou moins de lumière, vient vraiment à point. Donc moi, j'utilise ma liseuse plutôt en fin de journée pour lire avant de dormir. J'adapte un tout petit peu le rétroéclairage en fonction de la lumière de la pièce dans laquelle je me trouve. C'est parfait, je peux continuer de lire sur de l'encre numérique, même dans des environnements avec peu de lumière, ce que je ne pouvais pas faire avec la Remarkable, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de rétroéclairage, et j'ai la chance de pouvoir avoir ces deux matériels. Mais voilà, si vous avez un choix à faire, la question à venir, c'est qu'est-ce que vous allez faire le plus? Est-ce que c'est lire? Si c'est lire, alors, et que vous écrirez de temps en temps, je pense que la Kobo Ellipsa est un très bon choix. Si c'est vraiment plutôt l'écriture et que vous avez besoin finalement d'un outil qui va vous accompagner peut-être 8 heures par jour pour faire de la prise de notes, de l'écriture, renvoyer des fichiers, des rapports faits par vos collègues, c'est peut-être plutôt vers la Remarkable qu'il faut se tourner. En tout cas, ces deux liseuses sont mon gros coup de cœur de ces deux tablettes plus exactement sont mes deux gros coups de cœur de 2021, deux produits qui sont bien complémentaires et que du coup, vous l'avez compris, j'utilise au quotidien. L'une pour un certain type d'usage, donc plutôt le loisir le soir pour ce qui est de la Kobo Ellipsa, et plutôt dans un aspect plutôt productif, prise de notes et prise de notes et annotation de documents déjà construits pour ce qui est de la Remarkable 2. Voilà, deux excellents produits. J'espère que ce retour d'expérience vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!